cette coupure abrupte a provoqué un chaos et un besoin de réorganisation dans l'urgence. Ce qui était donc une opportunité en or pour l'Ukraine pour mener sa contre-offensive et gagner ces 200 km² de terrain. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnien, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Et dans ce 4e épisode, nous sommes à nouveau avec l'officier spécialiste Nicolas Vradis. Bonjour Nicolas. Bonjour Jonathan. Bienvenue donc dans ce 4e épisode. Tu étais déjà avec nous dans un précédent épisode où nous avons parlé de centres de calcul dans l'espace et nous allons maintenant parler de guerre, d'Ukraine et d'espace. Cette semaine donc, on va reparler brièvement de la navette chinoise dont nous avons parlé le dernier épisode, qui a déjà manœuvré. Nous allons parler de capacités d'imagerie optique dans l'espace russe et évidemment, vous l'avez sans doute vu dans de nombreux médias, la contre-offensive ukrainienne qui a donc pu avoir lieu, entre autres, grâce à une coupure, entre guillemets, de Starlink du côté russe. Mais il y a bien plus que ça à tout cela et nous allons donc creuser ce thème qui est, vous l'avez deviné, le thème principal de l'épisode. Alors, on n'attend pas plus et on se lance dans les brèves. La première, on fait le petit récapitulatif donc. La semaine dernière, nous avons parlé donc de la navette spatiale chinoise qui n'est pas habitée, qui a été lancée récemment. C'est la 4e navette de ce type. Il y en a eu d'autres, une en 2020, une en 2022 et une en 2023. Tout est expliqué de manière plus complète dans l'épisode précédent que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait. Et elle s'est comportée donc de manière très similaire aux précédentes et elle a donc été mise en orbite basse et avec des manœuvres, fait monter son orbite aux environs de 600 km. C'est ce qu'elle a fait, mais il y a déjà une subtilité, c'est que la navette qui a été lancée, cette fois-ci, a effectué sa manœuvre après 9 jours. Alors que dans les autres missions, c'était environ 2 à 3 mois après. Donc là, on a vraiment une action qui se déroule beaucoup plus vite. Il semblerait que la Chine avance donc rapidement dans ce projet, qu'ils ont sans doute appris beaucoup de choses en opérant cette navette. Et évidemment, les opérations demeurent mystérieuses. À quoi ça va servir? Quel est l'état final recherché? Il est clair que, en tout cas, ils n'attendent pas avant d'aller tirer des leçons par la pratique. Donc, affaire à suivre. Peut-être cette navette va-t-elle bientôt libérer un objet dans l'espace, à l'instar des précédentes navettes. Affaire à suivre. On passe immédiatement à la 2e brève. On parle donc de 4 satellites d'imagerie optique russes de type OOMKA. Ces satellites ont été lancés le 21 août 2025, initialement sur une orbite de 330 km, ce qui est déjà relativement bas. Mais ces satellites, au cours des derniers mois, sont descendus jusqu'à 290 km d'altitude, ce qui est extrêmement bas. À une altitude d'environ 200 km, il suffit de quelques heures pour que le satellite retombe et brûle dans l'atmosphère. Donc on est vraiment à une altitude où il y a énormément de friction dans l'atmosphère. Donc le 12, en décembre 2025, les satellites sont descendus à 290 km et puis le 22 janvier de cette année, ils sont descendus et maintiennent leur altitude à 285 km, donc encore plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Une orbite plus basse, eh bien évidemment, il sera plus proche du sol et donc pour une optique, être plus proche, ça veut dire avoir une meilleure résolution. On estime la résolution de ces satellites de 10 à 20 centimètres. C'est une résolution qui est vraiment excellente, on fera un petit comparatif après, mais à cette altitude, il y a aussi un taux de revisite tous les 6 jours. Ça veut dire que n'importe quel emplacement sur la planète Terre sera revisité par le satellite, donc on pourra reprendre une image de cet emplacement tous les 6 jours.
Important de noter, ces satellites sont sur une orbite particulière. S'ils descendent à 276 kilomètres, eh bien, ils seraient capables d'avoir un tour de revisite tous les jours. Alors pour certaines zones sur Terre, évidemment, on peut se dire que ce serait sans doute pour l'Ukraine, mais donc on peut se poser la question, est-ce que ces satellites vont poursuivre leur descente hem, jusqu'à 276 kilomètres pour atteindre ce taux? On ne sait pas, en sachant qu'il est extrêmement difficile d'opérer des satellites à cette altitude. Effectivement, Jonathan, et il faut le rappeler, hein, l'altitude, d'orbite VLEO est une orbite difficile. Ça provoque de fortes traînées atmosphériques et les satellites, en fait, qui sont, à ces altitudes-là, ne doivent utiliser plus de propulsion et de correction à haute fréquence parce qu'ils doivent le faire souvent, parce que s'ils le font pas, comme tu l'as dit, ils finissent par redescendre, heu, dans l'atmosphère plus bas et de manière naturelle, hein, avec cette altitude-là. Donc ils ont ce besoin vraiment de toujours maintenir le satellite à la bonne hauteur. La résolution en fait, de ces satellites-là au niveau optique, il y en a qui existent déjà, mais ils sont plus gros et plus chers. Notamment, on peut citer, le Pléiade Neo d'Airbus, qui est un satellite, IMINT français. Et ce qui est important là-dedans, il faut le répéter, hein, avec, ce qu'ils viennent de faire là, c'est qu'en fait, ils ont la même définition d'image, la même résolution, mais avec des satellites plus petits et moins chers. Donc en effet, un trade-off intéressant. On passe à notre dernière brève de la semaine. On reste dans la catégorie d'imagerie optique, hein, donc on appelle IMINT, OPT pour être précis. On parle toujours des satellites russes. On parle cette fois d'un lancement qui s'est produit le 28 décembre 2025 à Vostochny, en Russie, avec plus de 50 charges utiles qui ont été mises en orbite. On va s'intéresser à 2 de ces charges utiles, qui sont 2 satellites AIST-2T, 1 et 2, d'imagerie optique, comme nous l'avons dit précédemment, mais avec une spécificité d'imagerie stéréoscopique. Donc l'imagerie stéréoscopique, hein, c'est avec 2 appareils optiques, avec 2 appareils photo, entre guillemets, et cela permet d'avoir des images en 3D. On rentrera dans les détails techniques avec Nicolas juste après. Donc cette capacité stéréoscopique, c'est la première pour l'agence spatiale russe Roscosmos. Néanmoins, il est important de dire, c'est pas la première du commandement spatial russe qui ont déjà des capacités stéréo. Néanmoins, c'est un lancement récent qui vient rafraîchir une flotte de satellites optiques de Roscosmos qui est vieillissante, hein, les derniers ayant au moins 8-9 ans. Donc ça va être une capacité vraiment bienvenue dans la flotte d'imagerie optique. Au niveau des manœuvres, ces 2 satellites ont commencé évidemment sur la même orbite et un d'entre eux est venu abaisser son altitude. Pourquoi faire? Eh bien, de manière assez contre-intuitive, quand on abaisse son altitude, on va plus vite. Et donc en allant plus vite, donc vraiment quasiment à la même orbite, juste un petit peu plus bas, il allait plus vite que son «camarade» entre guillemets, et donc en allant plus vite, il se déplaçait le long de l'orbite et il a ensuite ramené son altitude à la même hauteur pour tourner exactement au même rythme, au moment où ils sont pile poil à l'opposé sur la même orbite, de sorte à ce que ça améliore la couverture. Donc, reparlons maintenant de ce concept d'imagerie stéréoscopique. Nicolas? Oui, Jonathan. Donc la stéréoscopie versus image mono, hein, stéréo-mono. La stéréoscopie, en fait, c'est comme les 2 yeux. Ça permet, en fait, de voir en profondeur. Tout ça, bah, c'est comme avec les yeux humains, hein, c'est le parallaxe ou la différence qu'il y a entre l'espace qu'il y a entre ces 2 yeux-là permet, de voir, en fait, des choses en 3 dimensions. C'est un peu la même chose qu'on voit quand on est dans le train en Suisse, puis qu'on regarde par la fenêtre et qu'on voit les vignes se déplacer très vite et les montagnes derrière qui se déplacent un petit peu plus lentement. Ça permet vraiment d'avoir cette vision, en 3 dimensions et une meilleure appréciation, on va dire, de la situation. Vous le voyez aussi dans les jeux vidéo, c'est souvent utilisé, pour permettre, dans un monde 2D, en fait, d'avoir cette impression de 3D, parce qu'avec les objets proches se déplacent plus vite que les objets lointains. La 3D, bah, en fait, ça le modèle 3D du terrain, ça permet aujourd'hui, avec ce système-là, une résolution d'environ 1,9 mètres,
Ça donne plus d'informations, notamment sur la hauteur des objets, une meilleure détection. On peut voir justement un objet tridimensionnel. Est-ce qu'il est en hauteur? Est-ce qu'il a c'est juste une nappe au sol ou une tente? Ça permet aussi des analyses détaillées du terrain pour la planification, un peu comme c'est quand on a une carte versus la réalité. Et cette stéréoscopie permet d'avoir une vision plus réelle que simplement une carte en 2 dimensions. Donc quelque chose qui promet d'être très utile pour la planification des opérations. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opérations spatiales, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. En parlant d'opération, on va passer au thème principal de la semaine, la contre-offensive ukrainienne qui a eu lieu notamment grâce à une coupure de Starlink pour les Russes. Alors, entrons un peu dans le détail. Donc, nous l'avons vu dans les médias publics, l'Ukraine a repris environ 200 km² de terrain à la Russie. Alors, il y a eu aussi des revendications à ce sujet-là, sur comment c'est arrivé, et donc notamment cette histoire de Starlink. De quoi s'agit-il? Alors, il ne s'agit pas juste d'une coupure de Starlink, et encore moins évidemment d'une coupure de Starlink généralisée dans la région, qui aurait naturellement aussi pénalisé l'Ukraine. Eh bien, afin d'éviter que, la Russie puisse utiliser les terminaux Starlink, donc les antennes réceptrices qui permettent des télécommunications avec les satellites et donc avec toutes les autres personnes ayant aussi des antennes Starlink. Hem, Starlink ayant mis ses infrastructures à disposition de l'Ukraine, veut évidemment éviter que la Russie puisse les utiliser. Alors Kiev leur a donné une liste des récepteurs qu'ils utilisent afin d'établir une liste blanche et donc tout autre récepteur terminal Starlink qui se trouve dans cette zone contestée, qui a été définie géographiquement évidemment du côté de Starlink pour que les satellites puissent reconnaître où est le terminal, eh bien tout terminal dans cette zone qui n'est pas sur cette liste blanche est coupé. Parce que c'est pas juste des antennes comme la télévision pour recevoir des signaux, non, il s'agit d'un service, et donc il faut se connecter. Et donc le service peut être dénié, hein, par celui qui le fournit. Et donc, l'effet, c'est que les communications russes ont été perturbées localement et donc perturbées assez fortement puisque les Russes utilisaient, hein, ils utilisaient bel et bien Starlink. On a vu du reste des photos circuler, hein, des forces russes avec Starlink et donc, avec le temps, ils achetaient soit de manière indirecte ces antennes Starlink, avec par des voies civiles, soit même ils les pillaient éventuellement sur le terrain en les récupérant aux forces ukrainiennes. Et donc, avec le temps, ils ont commencé à développer, alors pas une dépendance totale, mais un usage vraiment intensif de Starlink. Ils sont donc peu à peu devenus en partie dépendants de Starlink et donc cette coupure abrupte a provoqué un chaos et un besoin de réorganisation dans l'urgence. Ce qui était donc une opportunité en or pour l'Ukraine pour mener sa contre-offensive et gagner ces 200 km² de terrain. Alors bon, il faut relativiser aussi, hein, ces 200 km², ça équivaut à peu près à 1 mois des avancées et des petits grignotements progressifs russes sur le terrain, donc c'est pas non plus quelque chose qui va retourner la situation complètement, néanmoins, c'est quelque chose d'assez exclusif et qui ne s'est pas produit depuis 2023. Alors, l'Ukraine a quand même fait plus que ça. Pour mener cette contre-offensive, il y a eu cette coupure pour les terminaux russes qui ne permettaient pas de communiquer, mais il y a eu plus. Nicolas, peux-tu nous dire? Oui, effectivement, donc la coupure a été, un accélérateur, mais pas la cause unique de cette opération. La partie déception, donc
Ils ont mis en place de faux services d'enregistrement Starlink sur Telegram, notamment, mais aussi sur d'autres plateformes. Le but était de tromper les Russes et de faire croire, en fait, que des renégats ukrainiens, enregistraient leurs récepteurs Starlink. Le but de tout ça, c'était d'obtenir des ID de terminaux et du coup aussi les données de localisation de ceux-ci. Cela a permis de couper la communication et de localiser les antennes, dont certaines, étaient en fait reliées à des postes de commandement. La 256e division d'assaut cybernétique a revendiqué cette action. Et il faut retenir aussi que l'espace n'est pas est une infrastructure critique opérationnelle et n'est pas juste du support pour la troupe. C'est vraiment ça un peu la leçon de cette contre-offensive, c'est de voir à quel point l'espace est critique et donc nous voudrions mettre ici en lumière l'importance du spatial en tant qu'infrastructure critique, comme tu l'as très bien dit Nicolas, et pas juste en tant que enabler pour les armées, pour la troupe, ce qui est peut-être encore une image trop répandue à travers certaines forces. Rappelons ici maintenant les 5 capacités opérationnelles spatiales. On va commencer par la télécommunication, ce dont on vient de parler. Et donc toute personne qui a fait du service militaire s'est retrouvée un jour ou l'autre avec des radios à devoir communiquer, ne serait-ce qu'entre groupes ou entre sections, hein, Nicolas, toi qui es fantassin Oui, d'origine, tu connais bien ça. Et à de très je nombreuses confirme. reprises, la radio, ça marche pas, ça marche plus, ça a plus de batterie, fait froid. Et donc, même si on a des grosses antennes sur des véhicules, et ben, des fois, ça marche juste plus. Et donc évidemment, le gros avantage d'être connecté avec ces services de satellites, alors qu'ils peuvent aussi, eux, ne pas forcément marcher, mais l'avantage quand même, c'est que, entre 2 antennes qui sont au sol, eh bien, on peut vite avoir des obstacles. Entre quelqu'un qui est au sol et un satellite qui est au-dessus de sa tête, il y a vite moins d'obstacles et donc ça marche mieux. Alors, cette télécommunication qui est absolument critique, hein, on le sait très bien, pour se synchroniser entre groupes, entre sections, entre compagnies, en bataillons, entre l'état-major et les différents commandants, il est absolument critique d'avoir des télécommunications. Et donc, naturellement, dès qu'on a quelque chose qui marche bien, qui est poli, qui passe par l'espace, on l'utilise très vite. Il y a aussi les renseignements. On l'a vu avec nos brèves, l'imagerie optique, mais il y a aussi l'imagerie radar et les signaux, c'est-à-dire capter des signaux depuis l'espace pour repérer des émetteurs sur Terre et trouver l'adversaire. Il y a naturellement la navigation, mais la navigation, c'est pas juste pour qu'on se déplace dans nos véhicules, que ce soit en tant que civil ou en tant que militaire, mais aussi pour guider des munitions, hein. Il y a plein de munitions qui sont larguées par avion, des bombes, qui vont, voler un petit peu avec l'aérodynamisme et se guider pour atterrir de manière extrêmement précise sur un but. Et elles sont guidées, je vous le donne en mille, par les signaux GNSS, c'est-à-dire le GPS, quand on parle un peu, par abus de langage, puisque le GPS, c'est le système uniquement américain. Il y a ce qu'on appelle la Space Situational Awareness, la conscience de la situation espace. Alors là, du coup, on n'est plus directement sur les opérations seules, on est dans l'espace, mais quand on a des satellites dans l'espace, eh bien, il faut savoir où est-ce qu'ils sont. Si on veut donner un service de télécommunication aux personnes qui sont au sol, si on n'est pas sûr que le satellite de télécommunication est au-dessus de leur tête, eh bien, on ne va pas être très efficace pour leur donner ce service. Donc le SSA, le Space Situational Awareness, c'est savoir où je suis, mais c'est aussi savoir où mon adversaire est. Dans le sens où si je sais où les satellites de l'adversaire sont, eh bien je sais de un quelles sont leurs capacités, mais je sais aussi de 2 comment est-ce que je pourrais perturber ces capacités. Avec des actions telles que du jamming, donc envoyer un brouilleur électromagnétique, enfin viser avec un brouilleur électromagnétique le satellite pour empêcher les communications, ou même alors des actions cinétiques qui consisteraient, dans des cas extrêmes, à détruire le satellite. Et puis finalement, on reste dans les actions cinétiques, la défense et l'attaque dans l'espace, ce qu'on appelle le defensive counter space. C'est un petit peu la guerre des étoiles. Là, c'est la guerre de satellite à satellite. Parce que, évidemment, les capacités dans l'espace sont critiques, et donc il est sûr qu'on peut avoir envie d'aller détruire les capacités spatiales de notre adversaire, ne serait-ce qu'avant d'entamer un conflit, de sorte à avoir l'avantage. Eh bien, il faut être capable d'attaquer et de se défendre dans l'espace, et c'est un thème qui va prendre dans les années à venir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Donc, hein, pour conclure, cet exemple, il démontre clairement la dépendance déjà très forte des forces armées sur la télécommunication, en plus de ce qu'il y a déjà, je le rappelle, une immense partie des bombes qui sont larguées
par diverses forces aériennes sont guidées par satellite, par les signaux GNSS. Et puis les brèves qu'on a abordées en début d'épisode montrent aussi l'importance du renseignement dans l'espace. Merci Nicolas d'avoir été là pour cet épisode. Nous arrivons à terme. J'espère que vous avez pu apprendre plus en détail comment cette contre-offensive ukrainienne s'est passée, mais aussi que vous êtes maintenant persuadé que l'espace est bel et bien une infrastructure critique pour les conflits armés. À bientôt Nicolas. À bientôt Jonathan et n'oubliez pas, abonnez-vous.